Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On entre doucement dans vos maisons. Merci de nous accueillir et merci surtout d'être présent à ce dévoilement officiel du Fonds éco-responsable de la Caisse. C'est une invitation spéciale de la Caisse des Jardins de Limoilou. Il y a de la fébrilité. C'est spécial ce soir parce que c'est le point culminant de travaux qui sont menés depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, je dois le dire. Je suis très heureuse d'être avec vous puis avec toute l'équipe. Mon nom est Karina Lehoux. Je suis membre chez Desjardins, entrepreneur et animatrice. Alors, je me prête au jeu avec toute l'équipe ce soir et on est en direct du quartier Limoilou, en direct. Et si vous connaissez le point de service sur la première avenue, ben, on est ici au deuxième étage. Vous reconnaissez peut-être un élément de décor qui fait partie de l'environnement de l'édifice. On vous racontera un peu des détails dans quelques minutes. Et je tiens à souligner, parce qu'on est quand même chanceux de pouvoir être en mode studio mobile, mais toutes les mesures sanitaires ont été respectées pour faire en sorte de respecter tout le monde puis s'assurer d'un événement qui soit donc dans les règles de l'art. L'événement est divisé en deux parties, puis je vous parle tout de suite de la deuxième partie. Madame Marie-Hélène Fortier de l'organisme Crac Bitume va être avec nous. Elle va être en direct pour présenter une conférence sur le sujet du zéro déchet. Je ne sais pas si vous connaissez, mais elle, c'est une passionnée. Alors, elle sera avec nous dans une deuxième partie. Mais d'abord, ce qui est probablement la raison pour laquelle vous vous êtes branchés avec nous à 19 h, on veut vous présenter les détails du Fonds éco-responsable, ce lancement qu'on fait ce soir et qui va s'accompagner, je le dis tout de suite, puis je vais vous donner des détails d'une période de questions, même de commentaires si vous avez le goût. Donc, on veut que ce soit interactif. Vous n'êtes peut-être pas dans la même pièce que nous, mais on veut sentir votre présence. Donc, voilà, vous avez à l'écran les indications pour nous transmettre. Ça peut être par le web. Si vous ouvrez votre navigateur et que vous tapez murweb.ca, /fonds éco-responsable, dans un seul mot, fonds avec un S, vous allez pouvoir nous transmettre en direct vos commentaires et vos questions. Si vous avez votre téléphone cellulaire, sans problème, la messagerie texte est accessible. Ça sera au même endroit, le 1-844-900-08-24. On les affichera de nouveau un petit peu plus tard lorsqu'on sera au moment de la période, justement, de questions et commentaires. Entre-temps, on a beaucoup de belles choses à vous annoncer et je débute ça avec mon premier invité sur le plateau. Il est à un peu plus de 2 mètres, mais je suis très contente qu'il puisse être à côté de moi dans la même pièce parce que pour ce dévoilement-là, on voulait avoir les gens avec nous. Le directeur général de la Caisse des Jardins de Limoilou, je vous présente M. Alain Sauvé. Bonsoir, Alain. Bonsoir, Karina. Très heureux d'être ici aussi avec Très heureux de t'avoir avec nous, très heureux d'être ici. Je vais aussi souhaiter le bonsoir et la bienvenue à tous à cet événement. On est très fiers aujourd'hui de vous accueillir pour vous présenter la toute nouvelle initiative environnementale de la Caisse. On veut le faire de façon conviviale d'ailleurs. On a convenu qu'on allait se tutoyer ce soir. Parfait, j'accepte ça, ça va être très agréable. Et là, ce soir, on l'a dit, on veut annoncer une grande nouvelle en environnement, c'est ce qui va être présenté. Ça fait longtemps, Alain, que vous travaillez là-dessus. Oui, effectivement, Karina, ça fait tout près de 18 mois qu'on travaille très fort sur ce projet-là. Fait qu'on est très heureux de le voir aboutir ce soir. On a travaillé ça avec un comité formé d'administrateurs, de membres de notre comité du Fonds d'aide au développement du milieu, d'experts en environnement, volontaires et d'employés de la Caisse. Donc, plusieurs personnes impliquées. C'est un vrai travail de concertation, on pourrait même dire d'intercoopération. Oui. Le mot s'y prête bien. On va y revenir plus tard sur une chose. Il y a des experts qui ont accepté d'être avec nous durant le lancement et qui seront branchés en direct. Alain, pourquoi créer ce fonds éco-responsable? Pour faire notre effort comme organisation pour une société plus verte. Aussi simple que ça. En même temps, c'est simple, mais c'est aussi complexe. On sait que l'environnement, c'est au cœur des préoccupations de notre communauté et des membres de notre caisse. Alors, comme on est une coopérative, qu'on représente nos membres, bien, on a souhaité en faire une priorité pour nous également. En plus de ça, comme citoyen corporatif, on a décidé de faire notre propre effort. Ultimement, au-delà des sommes qu'on va rendre disponibles à notre communauté, bien, on fait partie d'un programme de formation qui s'appelle Conscience d'affaires de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, qui a comme objectif, dans le fond, c'est une cohorte, qui a comme objectif de nous accompagner, de nous outiller pour implanter des bonnes pratiques en développement durable au sein de notre caisse. Ça passe par un bon diagnostic, suivi d'un bon plan d'action en développement durable. Évidemment, là, on va travailler ça dans les prochains mois, mais comme tu peux voir aussi, Karina, bien, on a déjà le souci. On a ici, depuis quelques années... C'est magnifique et original. Oui, tout à fait. C'est un bel élément de décor, puis en même temps, c'est très utile. Dans le fond, c'est un potager qu'on peut appeler intérieur à la caisse, qui est géré par l'entreprise Système Viréo.
et qui nous permet de faire pousser des belles salades ici même. Puis la moitié de ces salades-là, lorsqu'on fait la récolte, puis là d'ailleurs on est bientôt dû, ça va être donné aux employés, mais aussi la moitié va être donnée à des banques alimentaires. On fait toujours, on a toujours le souci de remettre au moins la moitié de la récolte aux banques alimentaires. On a, dans le même contexte, je dirais, on fait la même chose avec une ruche qu'on a sur le toit. On récolte sur du le toit miel. ici, Oui, sur la première exactement. année? Oui, tout à fait. Avec l'entreprise Alvéole, dans le fond, on a installé une ruche. Puis, c'est des initiatives qui nous permettent non seulement de remettre la nourriture à des banques alimentaires, mais aussi de contribuer là, au développement durable de notre quartier. Bien, bravo, vous passez de la parole à l'action, au geste, c'est très concret. Vous êtes dans une démarche, mais il y a déjà des choses qui sont entamées. Vous vous êtes appuyé aussi, Alain, sur les résultats de consultation qui ont été menés pour mettre en place là, ce fonds-là. Tout à fait. En effet, pour pouvoir mettre le fonds en place, on a fait un peu de recherche, puis on a trouvé, en fait, il y a 2 consultations qu'on a consultées, ça se dit drôlement, mais une consultation citoyenne qui a été faite vraiment dans Limoilou, puis une autre qui a été faite auprès de nos membres. Puis les deux nous ont confirmé qu'il faut agir puis qu'il faut prendre part à l'effort environnemental collectif. Tout d'abord, l'organisme votepour.ca a réalisé en 2018-2019 une consultation citoyenne qui s'appelait « Parlez-nous de votre vieux Limoilou ». Okay. Et l'analyse de cette consultation-là a révélé que la qualité de l'air et l'environnement était vraiment la préoccupation numéro 1 pour les citoyens. Donc ça, c'était un premier point de départ. Oui. Ensuite, on a fait un sondage aussi auprès de nos membres directement pour établir le profil collectif souhaité au sein de notre conseil d'administration. Puis près de la moitié des 750 répondants environ ont mentionné qu'il était primordial pour les administrateurs qu'ils aient des connaissances en développement durable et en environnement. Alors, vous avez des membres qui sont proactifs et qui veulent être bien représentés au conseil? Tout à fait, tout à fait. En fait, ces compétences-là font vraiment partie des 5 compétences qui ont reçu le plus de votes, là, celles en développement durable et en environnement. Donc, c'est donc dire à quel point le sujet est incontournable pour notre communauté. Absolument. Donc, vous avez écouté les gens, puis ça a inspiré la suite. Bien, bravo pour cette démarche-là. Je dirais d'abord et avant tout d'écoute, de consultation des citoyens, des membres. Et puis, Alain, tu as mentionné que le fonds qu'on lance aujourd'hui, il prend sa source dans le fonds d'aide au développement du milieu. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, tu as bien observé, mais je dirais que je vais laisser à Samuel, notre président, tantôt, le soin de vous dire un peu plus ce que c'est. Mais disons que c'est quelque chose qui existe grâce à nos membres, en fait. OK, bien c'est déjà des bons indices, puis on verra avec Samuel pour la suite, bien entendu. Je garde ma question en banque. Puis quelques mots en terminant, peut-être? Bien, un merci. Merci à toi. Merci à nos membres, merci aux citoyens, aux organismes, aux entreprises, ainsi qu'à tous les collaborateurs qui posent des gestes cohérents, engagés pour préserver notre environnement. Dans le fond, le fonds qu'on crée existe pour eux et grâce à eux. C'est bien dit. Merci beaucoup, Alain. On se retrouve tantôt pour la période de questions. Oui. Et oui, là, on va faire un peu de magie, comme si on était sur un vrai plateau de télé. On remet les masques, il va y avoir un changement. Vous ne verrez même pas ça, mais on a toute une équipe avec nous qui nous donne un coup de pouce, parce que dans les prochaines secondes, la personne que vous allez voir apparaître à 2 mètres de moi, c'est votre président du conseil d'administration à la Caisse des Jardins de Limoilou. Il s'appelle Samuel Proulomire. Samuel, c'est un plaisir de te retrouver. Ça va bien? Pareillement. Bonjour, Karina. Ça va très bien. Merci. Un peu fébrile, comme tu le mentionnais tantôt, mais... Oui, mais ça va avec les grandes annonces. Ben oui, puis on va se sentir très soulagé tantôt d'enfin plus garder ce secret-là au fond de moi. Là. Ah ben oui. Ben oui. Voilà. Donc, tu veux débuter par quelques salutations? Ben oui, évidemment. Je veux saluer tout le monde qui est parmi nous, plus particulièrement nos membres, très chers membres de la Caisse de Limoilou, Jean de Limoilou, tous les invités parmi nous. Mais j'aimerais aussi remercier 4 personnes et les saluer, qui vont être très importantes là, pour nous aider à aller plus loin dans nos projets. Alors, tout d'abord, 3 personnes que vous ne verrez pas nécessairement ce soir, à savoir Mme Julie Vignola, députée fédérale de Beauport-Limoilou, ainsi que Mme Suzanne Véraud et Geneviève Hamelin, toutes 2 conseillères municipales. Et la 3e personne, bien, vous allez avoir la chance de la voir un petit peu tout à l'heure, Mme Pauline D'Ambroise, qui est secrétaire générale et vice-présidente gouvernance et développement durable au Mouvement Desjardins. Alors, je vous salue particulièrement. Bien oui, bien c'est gentil de prendre le temps de le faire. Samuel, pendant que tu es avec moi, la première question que je veux te poser, c'est quelle est l'envergure de ce fonds éco-responsable qu'on lance? On s'est donné les moyens de nos ambitions. Alors, c'est un projet d'envergure, comme tu l'as dit. On souhaite que ce soit un montant qui va frapper l'esprit des gens, qui
qui vont leur donner le goût d'embarquer, parce que bien que c'est un montant conséquent, que je vais vous dévoiler à l'instant, il demeure que le succès de ce fonds-là là, repose beaucoup sur la participation des gens. Je le dis parfois, la Caisse est maintenant devenue acheteuse d'idées. Alors, n'hésitez pas si vous avez des idées, surtout là, on apprécie les idées mégalomanes et mastermind particulièrement. Alors, on pourra aider des petits projets, mais on aura aussi les moyens d'en aider des plus grands. Et là, tu nous fais languir. Oui, hein? Un montant d'envergure, je vais vous le dire bien. Est-ce qu'on peut dévoiler le Bien montant? sûr, bien sûr. Il a été de toute façon dévoilé la semaine dernière pour ceux qui ont participé à notre Assemblée générale annuelle, que ce soit en direct ou dans les 4 jours où c'était disponible en différé. Mais enfin, voilà, je vous le dévoile maintenant à tous, puisque vous n'êtes pas nécessairement tous à notre Assemblée. Alors, nous allons investir dans ce fonds un montant de 1 million de dollars. 1 million de dollars pour le fonds éco-responsable, spécialement pour ça. Absolument. C'est énorme. C'est dédié à Limoilou, 10 km², et c'est un montant initial, je dois préciser. Puis comment vous êtes arrivé à cette somme-là? Alors, cette somme-là, elle n'est pas tombée du ciel, évidemment. Chaque année, en Assemblée, les membres ont le pouvoir de décider de ce dont on fait de nos excédents. Alors, évidemment, on va en mettre une partie à notre réserve pour soutenir notre développement et continuer à bien servir nos membres futurs. Mais on va aussi en prendre une partie pour la ristourner aux membres. Donc, il y aura une partie qui est la ristourne individuelle, que tout le monde peut recevoir et maintenant consulter sur Accéder. Mais il y a aussi un montant en Assemblée qu'on décide de dédier au fonds, le fonds d'aide. C'est ce dont on parlait tantôt, là, le fonds d'aide au développement du milieu. Donc là, je viens de trouver ma réponse. Voilà, exactement. Ouais. Et ce fonds-là est quand même assez bien capitalisé, puisque d'année en année, nos membres nous autorisent d'y verser une somme, 350 000 à 500 000 par année. Des années, on peut en dépenser un petit peu plus, des années, un petit peu moins. Mais ceci dit, depuis la quinzaine de dernières années, on a réussi à accumuler un fonds de 2 millions de dollars. Et c'est de ce fonds qu'on en prend la moitié pour l'investir directement dans l'environnement. Et est-ce que je comprends que on fait un dévoilement ce soir, donc on lance quelque chose, puis si les membres arrivent avec des projets, des gens du quartier arrivent avec des projets, est-ce que ça pourrait prendre de l'ampleur au fil du temps? Amenez-nous-les, amenez-nous-les. Plus il y aura de bonnes idées, plus on sera motivé à mettre des fonds au soutien de l'environnement. Je le répète, je le redis, le succès de tout ça dépend de vous, de votre participation, de votre contribution, puis de votre envie de participer à changer les choses. Alors, je rappelle que c'est 1 million de dollars. Là, je viens de comprendre pourquoi tu étais fébrile quand tu es arrivé sur le plateau il y a quelques secondes. Merci beaucoup, Samuel, d'être avec nous puis d'avoir fait cette annonce-là à tout le monde. Ça m'a fait plaisir. Oui. Alors oui, il faut remettre le masque parce que je vais avoir un autre invité qui va se joindre à moi. On vous annonce, on donne la parole en fait à plusieurs personnes. Puis c'est important parce que ça a été réellement un travail d'équipe qui a fait en sorte qu'on peut arriver à ce dévoilement. Puis la prochaine personne que j'accueille sur le plateau, eh bien, il est aussi au conseil d'administration de la Caisse des Jardins de Limoilou et il est le président du comité du Fonds éco-responsable. Je vous présente M. Jean-François Vallée. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Karina, bonsoir à tous. Jean-François, d'abord, merci d'être avec nous. Puis là, on a mentionné un petit peu plus tôt qu'il y avait des experts qui sont impliqués puis qui donnent un coup de pouce auprès du comité, qui amènent un conseil, des conseils même. Est-ce que tu peux nous en parler davantage de ces gens-là? Oui, bien sûr. C'est important pour nous d'être bien appuyés dans cette démarche-là. Au niveau du conseil d'administration, on est des experts de Limoilou. On ne connaît pas nécessairement des experts en environnement, donc c'est important pour nous de s'adjoindre de gens qui connaissent vraiment bien les problématiques et finalement le fonctionnement d'un fonds qui se veut éco-responsable. Donc, on souhaite avoir des gens avec une expérience et une expertise dans le domaine pour s'assurer de répondre aux préoccupations de Limoilou, les préoccupations d'ordre environnemental, bien sûr. Donc, ces personnes sont tout d'abord Pauline Robert, qui est directrice générale adjointe du Conseil régional de l'environnement, région de la Capitale-Nationale, Marie-Christine Roy, qui est conseillère en développement durable au ministère de l'Économie et de l'Innovation, Étienne Grandmont, qui est bien connu dans la région de Québec pour être le directeur général d'Accès Transport Viable, et finalement Mathieu Caron, qui est entrepreneur, copropriétaire de l'entreprise Labrico, une entreprise de rénovation résidentielle écologique, urbaine et de développement immobilier durable. Donc, avec ces 4 experts-là, on couvrait de vastes horizons du monde environnemental. Je peux comprendre. Puis, je ne sais pas si je peux dire que la barre est haute, mais ce sont des gens qui ont une crédibilité, de l'expérience. Génial que vous les ayez à contribution dans le comité. On va avoir l'occasion tantôt de parler avec 2 de ces experts en direct.
Exactement. Pauline va être là et Mathieu. Donc, vous allez pouvoir voir les raisons qui les motivent à s'impliquer avec nous dans ce beau projet. Et je les remercie chaleureusement, autant Pauline que Mathieu, mais également tous nos collaborateurs pour leur soutien. Puis on est très heureux de voir ce projet enfin se concrétiser. Alain l'a dit plus tôt, 18 mois, c'est long, mais enfin, aujourd'hui, on est prêt à l'annoncer. Bon, tu avais hâte, hein, je comprends. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous puis de présenter les gens qui ont contribué jusqu'à maintenant. Merci. Alors là-dessus, on vous avait dit qu'on aurait Mme d'Amboise avec nous. Elle est là, elle est branchée avec nous. Je vous la présente à nouveau parce qu'on veut l'entendre. Elle est la secrétaire générale au Mouvement des Jardins, également vice-présidente, gouvernance et développement durable. Mme Pauline d'Amboise. Pauline, bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Merci, Karina. Oui, merci d'être avec nous. Et là, tantôt, on a dit qu'on se tutoyait sur le plateau, puis je vais dévoiler qu'on se connaît un petit peu au fil des dernières années. Puis, Pauline, je te connais, donc je me permets de te tutoyer. Et je sais que tu as la cause du développement durable de l'environnement à cœur depuis très longtemps, sans tous les nommer, mais tu es engagée de plusieurs façons, notamment avec la Fondation David Suzuki. Cette annonce-là, aujourd'hui, pour quelqu'un qui a à cœur le développement durable, puis même tu as eu tout un leadership dans tous tes jardins depuis plus de 15 ans. Comment accueilles-tu la nouvelle d'aujourd'hui du lancement par une caisse du Fonds éco-responsable? Écoutez, tout d'abord, je voudrais remercier Alain et Samuel ainsi que le conseil d'administration pour leur invitation ce soir. Là, ça me fait vraiment plaisir, d'autant plus que, j'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter à tous les membres de la Caisse, j'espère que vous avez passé un bon jour de la Terre. Hein. C'est une date significative à l'échelle planétaire, ce 22 avril. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Je dirais que moi, quand j'écoute à la fois Alain et Samuel, c'est un projet extrêmement inspirant et je veux rassurer les membres de la Caisse sur le fait que vous avez un conseil d'administration ultra engagé et on le voit, oui, à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle des instances du mouvement. Et ça, c'est important de le souligner. Et ce projet-là, bien entendu, il est inspirant pour différentes raisons, mais la première, vraiment, c'est que c'est issu directement de l'action des membres de la Caisse. Donc, c'est un projet qui vise à répondre aux besoins des membres, mais aussi de leur communauté. Et en développement durable, c'est ce qu'on souhaite. Hein? On dit c'est penser globalement, mais c'est agir localement. Donc, c'est vraiment un projet là, très concret qui va avoir des impacts positifs, autant pour l'environnement que la santé des Limoulois et des Limouloises. Je trouve ça tellement beau comme nom pour les citoyens de votre milieu. Donc, le projet, il est totalement aligné sur la mission des jardins depuis 120 ans. Si on avait à la résumer, la mission du mouvement, c'est d'enrichir la vie des personnes et des communautés. Et enrichir, c'est sur tous les plans. C'est sur le plan social, c'est sur le plan environnemental et bien sûr sur le plan économique. En fait, pour Desjardins, l'ultime objectif du développement durable, il est a priori social. Donc, nous, on fait vraiment une hiérarchisation des trois pôles du développement durable. La finalité des sociales, c'est la qualité de vie des personnes et des êtres vivants. Et pour ça, bien, l'économique, c'est le moyen, puis l'environnement, c'est une condition qui est sine qua non. On ne peut pas parvenir à cet objectif social-là si on ne s'engage pas à préserver notre environnement. Donc, pour nous, c'est la conception qu'on véhicule dans tout ce qu'on fait. Puis, pour accomplir cette mission-là et pour aussi promouvoir de façon cohérente les actions de Desjardins, on s'est doté en 2005 d'une politique de développement durable qui avait une vision d'abord, je dirais, mouvement pour le groupe. Et on a consulté nos instances et finalement, on s'est aperçu que nos caisses locales avaient besoin d'un appui, mais aussi qu'on adapte cette politique-là à la réalité terrain, donc que ça parle aux gens du milieu pour adopter un plan à l'échelle locale qui répondrait vraiment à la réalité de chacun des milieux. Donc, on voit qu'on souhaite s'aligner, tout le monde, autant au niveau de nos filiales de la Fédération qu'au niveau des caisses. Puis d'ailleurs, j'ai la bonne nouvelle, c'est qu'on a maintenant plus du 3/4 des caisses Desjardins qui ont adopté cette version locale de la politique de développement durable du mouvement des jardins. Puis vous ne serez sûrement pas surpris d'apprendre que la Caisse des Limoilou figure parmi celles qui l'a adoptée dès le début de la démarche en juin 2020. Donc, je pense que comme membre de la Caisse, vous pouvez être fiers vraiment du leadership à la fois de la Direction générale
général et de votre conseil d'administration. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez vu dans les réseaux sociaux ou dans les médias la nouvelle à l'effet que Desjardins a annoncé sa nouvelle stratégie climatique à long terme, donc sur un horizon 2040. L'objectif qu'on poursuit pour faire face à l'urgence climatique, c'est vraiment de se doter d'une stratégie qu'on appelle d'être carbonette émission, donc d'étendre notre carboneutralité à ce qu'on a déjà fait. En 2017, on a décidé de devenir carboneutre sur nos déplacements d'affaires, sur le papier, sur la gestion de nos immeubles. Et là, aujourd'hui, ce qu'on a annoncé, c'est une version étendue de cet engagement-là. Donc, on va l'étendre à la fois je parlais de nos activités opérationnelles tout à l'heure, mais on va l'étendre également à notre chaîne d'approvisionnement, mais aussi au développement des affaires, c'est-à-dire pour toutes nos activités qui sont liées à l'investissement et au financement dans 3 secteurs clés, soit le secteur du transport, de l'immobilier et de l'énergie. Alors, pour réaliser, je dirais, ce grand objectif-là sur 2040, puis on va se donner des jalons quinquennaux avec des mesures, etc., bien, ça nous prend la mobilisation là, de l'ensemble de nos parties prenantes, de nos employés, de nos membres, des clients de nos filiales, mais aussi de nos partenaires d'affaires. Puis, ça ne pourra pas se faire sans la contribution sur le terrain, au contact, justement, de nos membres et de nos clients. Alors, j'ai pleinement confiance là, qu'on va y parvenir. Puis, dans ce sens-là, l'exemple du fonds éco-responsable de la Caisse de Limoilou, là, ça me remplit d'espoir et d'optimisme. Et vous avez vu l'ampleur du fonds pour une seule caisse. Moi, franchement, là, je souligne l'audace de la Caisse à ce niveau-là. Puis je pense que c'est votre communauté qui va en profiter. C'est vraiment le sens d'une coopérative comme Desjardins. Donc, et pour ça, bien, ça va nous permettre là, de joindre à la fois là, ce qu'on recherche en termes d'action locale, mais aussi d'avoir un impact global. J'ose espérer que cette belle initiative-là va déteindre sur les autres caisses Desjardins, ce que votre caisse assume un leadership. Alors, bravo à Alain, à Samuel, à tout le conseil d'administration puis à vos partenaires d'avoir dessiné une initiative aussi porteuse pour le futur. C'est un magnifique projet. Donc, on est là pour vous soutenir aussi pour en assurer le rayonnement à l'échelle du mouvement. Donc, vraiment, j'ai pleinement confiance et aussi ce que je trouve super important peut-être pour relier ça au thème là, de votre démarche, ça démontre toute la conscience que vous avez de votre environnement pour le mieux-être à la fois de vos membres et de la communauté tout entière. Donc encore, merci de votre invitation, puis bravo. Merci beaucoup, Pauline D'Amboise. Juste le fait que tu aies été avec nous aujourd'hui et savoir à quel point ça te tient à cœur, puis on le voit par les annonces d'aujourd'hui, mais tout le travail au fil des années, on l'apprécie énormément. Puis merci pour les bons mots, toute l'équipe les a entendus, puis ça va s'être rendu à toutes les personnes qui ne sont pas physiquement présentes avec nous. Merci beaucoup encore. Et maintenant, je devine qu'après toutes ces introductions, puis on a révélé plein de choses, mais vous avez peut-être d'autres questions, vous voulez qu'on entre un peu plus dans les détails, c'est parfait. On a préparé une vidéo juste pour vous, on vous présente ça maintenant. Il est déjà connu que le développement durable se décline sur 3 aspects, le social, l'économique et l'environnemental. Chez Desjardins, nous sommes déjà très impliqués au niveau économique et social, mais qu'en est-il de l'environnement? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? La Caisse Desjardins de Limoilou considère que le développement durable et son volet environnemental sont des priorités pour le bien de nos communautés. C'est donc avec beaucoup de fierté qu'elle passe à l'action et met en place un fonds éco-responsable capitalisé d'une somme initiale de 1 million de dollars pour supporter les initiatives environnementales qui auront de l'impact sur notre beau quartier de Limoilou. Nous sommes la première entreprise coopérative à Québec à rendre disponible à la population de son territoire un montant aussi important pour l'environnement. Pour bien répondre aux préoccupations de notre milieu, le fonds est divisé en 3 catégories. Tout d'abord, il aura pour objectif de supporter les initiatives déjà existantes pour la qualité de l'air ainsi qu'en générer de nouvelles. Ensuite, toujours pour favoriser l'amélioration de la qualité de l'air, la Caisse mettra en œuvre son propre programme de verdissement et de déminéralisation dans Limoilou, avec comme cible d'augmenter la canopée de notre secteur et la qualité de l'air que l'on respire. Et finalement, à la manière du fonctionnement actuel de notre fonds d'aide au développement du milieu, la Caisse supportera des projets environnementaux issus de la communauté par appel de projet.
En somme, dans notre nouveau fonds éco-responsable, 2 possibilités s'offrent à vous pour déposer un projet. Le programme de verdissement et de déminéralisation ou bien l'appel de projets environnementaux. Ce programme s'adresse aux citoyens, groupes de citoyens, organismes sans but lucratif et entreprises souhaitant verdir ou déminéraliser leur milieu de vie. Pour être admissible, vous devez être membre des Jardins et résider sur le territoire de Limoilou. La Caisse pourrait rembourser 80% de votre projet jusqu'à un maximum de 5 000 $. Dans le cadre de ce programme, la Caisse souhaite aussi contribuer à l'effort de verdissement des ruelles de la Ville de Québec et c'est pourquoi elle offrira aussi jusqu'à 5 000 $ pour compléter le financement des projets de verdissement approuvés par la Ville afin de réduire ou d'éliminer les coûts pour les citoyens. Les personnes qui souhaitent soumettre un projet auront aussi la possibilité de recevoir de l'accompagnement professionnel afin de les aiguiller dans la soumission et la réalisation de leur plan. Pour connaître les différentes possibilités de projets admissibles, consultez le site Internet de la Caisse. Pour ce qui concerne l'appel de projets environnementaux, à l'instar du Fonds d'aide au développement du milieu, les projets seront reçus en continu dans l'année et analysés par un comité tous les trimestres. Cet appel s'adresse aux organismes sans but lucratif, entreprises, groupes de citoyens et écoles qui sont membres des Jardins et dont la portée d'action est sur le territoire de Limoilou. Les projets soumis doivent avoir un impact positif sur l'environnement, être structurants pour la communauté et durer dans le temps. Pour en savoir plus sur le fonds éco-responsable, ses composantes et la façon de déposer un projet, rendez-vous sur le site Internet de la Caisse. La Caisse des Jardins de Limoilou s'investit vers l'avenir. Alors, je pense que vous avez déjà beaucoup plus d'informations grâce à cette vidéo qui va être disponible à compter de demain sur la page Facebook de la Caisse des Jardins de Limoilou. Alors, je vous invite à aller cliquer j'aime si ce n'est pas déjà fait pour l'avoir passé dans votre fil d'actualité demain. Parlant de fil d'actualité, on aimerait ça recevoir vos commentaires. On en a reçu quelques-uns durant la pause, j'ai pu en voir un. Commentaires, questions, on s'est gardé du temps pour ça. Alors, vous le voyez à l'écran, murweb.ca/fonds éco-responsable ou encore le numéro de téléphone. Vous pouvez nous texter. On reçoit ça sur le plateau, puis on est quelques-uns à pouvoir vous lire en direct. Ça nous ferait bien plaisir. Je vais vous dire que toutes les informations, bien sûr, je vous ai parlé de la page Facebook où la vidéo sera. On va continuer sur la page Facebook à diffuser de l'information tout au long des prochaines semaines, des prochains mois. Vous allez pouvoir vraiment rester branchés de cette manière-là. Et sur le site Internet de la Caisse, ça, c'est la mine d'or. C'est là où vous aurez toute l'information, tous les détails, si vous avez un projet à présenter, parce que c'est la prochaine étape, hein, une fois qu'on l'a dévoilé. Un peu plus tôt, on vous a dit qu'il y avait 4 experts en environnement qui font partie du comité du Fonds éco-responsable. Eh bien, 2 d'entre eux ont accepté de se joindre à nous. Ils sont en direct. Je les invite à se joindre à moi, puis je vous présente Mme Pauline Robert. Elle est directrice générale adjointe au Conseil régional de l'environnement pour la région de la Capitale-Nationale. Bonsoir, Pauline, vous allez bien? Bonsoir, oui, merci. Et M. Mathieu Caron, qui est copropriétaire de l'Abricot, une entreprise qui fait de la rénovation résidentielle, écologique, urbaine et du développement immobilier durable. Bonsoir, Mathieu, vous allez bien également? Ça va bien, merci. Quelques mots avant de vous céder la parole et toute la place. Je veux prendre le temps de souligner le fait que, Pauline, vous avez d'abord une formation d'océanographe. Vous avez fait de la recherche dans le domaine. Par la suite, vous avez étudié en gestion de projet. Vous êtes très impliqué sur plusieurs conseils d'administration. Je vais n'en mentionner qu'un, mais notamment l'Atelier La Patente, qui est une coop de solidarité ici dans le quartier Limoilou. Alors, bravo pour tout cet engagement-là. Et Mathieu, tantôt, je disais, ça va me prendre du souffle. Hein? Vous êtes entrepreneur général, menuisier, expert conseil en rénovation, cofondateur de l'organisme Éco-Bâtiment, promoteur reconnu pour votre intérêt dans le bâtiment durable et écologique. On a vraiment affaire à 2 experts. Alors, la première question que j'ai pour vous, quand vous avez pris connaissance qu'il y avait un avis d'intérêt, la Caisse a envoyé ça, à savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont le goût de participer, de se rendre volontaires, participer au fonds éco-responsable? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous porter volontaire, à vous impliquer, alors que vous avez certainement des agendas bien remplis, puis une vie personnelle bien remplie? Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Pauline, d'abord? Oui, bien, il y a un rapprochement naturel entre la Caisse et mon organisme à but non lucratif. On travaille chacun à notre façon pour soutenir la communauté. Et quand j'ai vu que la Caisse souhaitait faire une différence au niveau de l'environnement et donc au niveau du milieu de vie de ses membres, bien, il y avait là vraiment une occasion parfaite de collaborer.
Dans le cadre de mon emploi, là, j'offre des conseils à beaucoup d'autres groupes, comités, entreprises, institutions, mais je dois dire que cette fois-ci, j'ai vraiment été impressionnée par le travail de la Caisse et des gens présents autour de la table. J'ai vu un réel désir de faire une différence concrète. J'ai senti qu'il y avait une vraie écoute pour les propositions. Les gens étaient prêts à proposer des choses différentes. Il y a vraiment eu des choix qui ont été faits pour l'environnement, pour la population, que j'ai pas vu dans d'autres occasions. L'équipe de la Caisse a été aussi très efficace. Je les ai sentis sincèrement impliqués. Là. Ça a été un plaisir de collaborer à ce qu'on annonce aujourd'hui et on va continuer à être présent pour la suite. Wow, c'est le mot qui me vient en tête. Et Mathieu, pour vous, ça a été quoi, tes motivations? Ben, j'habite ce quartier-là depuis 2010. J'élève une famille depuis 2012 dans le quartier. Puis mon entreprise est basée ici depuis 2016 aussi. Alors, c'est le quartier que j'habite, c'est le quartier que j'aime, c'est le quartier où j'ai le goût d'investir. Les Raies, Mézeray, le Vieux-Limoilou sont des quartiers aussi magnifiques, accueillants. C'est des quartiers où on a le goût de vivre. Mais ce sont aussi des quartiers qui sont en changement présentement. Et comme entrepreneur, comme père de famille, j'ai le goût de faire partie de ces changements-là et j'ai le goût que ces changements-là soient le plus positifs possible. Je dirais aussi que personnellement, je suis impliqué dans mon voisinage ou dans des projets de voisinage immédiat depuis environ 2017. J'ai initié un des premiers projets de ruelle verte dans le quartier ici à Limoilou. Et je savais que d'ici la fin de l'été, si le COVID nous le permet, la dernière phase de la ruelle verte va être livrée. Et donc, je vais avoir un peu de temps, techniquement, pour m'impliquer dans un autre projet. Et je m'étais dit que je m'impliquerais dans un autre comité s'il y avait quelque chose d'intéressant qui passait. Celui-ci est passé un peu trop vite à mon goût, mais j'ai pas pu refuser parce que j'avais vraiment envie d'entrer dans la locomotive puis de participer au développement du quartier. Voilà. Ben, c'est tout à votre honneur et vraiment bravo. Parce que vous avez participé donc à l'élaboration de ce fonds. Alors, j'ai le goût de vous demander quel impact vous croyez que ça aura dans la communauté, ce fonds. Mathieu, d'abord. Je pense qu'il peut avoir un impact très concret, très soutenant, très structurant. Au niveau, le vidéo, on a parlé, là, les trois grandes phases du projet. Je l'avais pas vu le vidéo, je le trouve super bien fait, d'ailleurs, vraiment inspirant. Au niveau du verdissement, d'abord, je pense que le fonds éco peut avoir un impact vraiment concret, en fait, peut permettre à des projets peut faire la différence entre un projet qui se livre ou qui se fait et un projet qui ne se fait pas. J'en ai suivi quelques-uns, moi, dans Limoilou, dans le Vieux-Limoilou, notamment des projets de verdissement qui étaient portés à bout de bras par des bénévoles ou des citoyens volontaires et qui, après des mois de mobilisation, malheureusement, n'ont pas été livrés parce qu'ils ont été stoppés à l'étape assez cruciale de cofinancement par le voisinage immédiat. Alors, dans ce cas-là, parce que c'est un exemple parmi plein d'autres, je pense qu'un fonds comme celui-ci aurait pu faire la différence entre un projet qui se livre puis un projet qui se livre pas. Fait que ça, c'est très heureux. Le vidéo a aussi parlé du volet qualité de l'air, qui est un volet plus complexe, mais qui est un volet, comme Jean-François en a parlé un peu plus tôt, dont les citoyens ont beaucoup à cœur d'entendre parler de ce sujet-là. Et justement, c'est là que je pense la Caisse et le fonds se positionnent. Ils ont envie de s'allier à des projets existants et ils ont surtout envie de fournir de l'information simple, de l'information vérifiée pour que les citoyens puissent être mieux informés dans le domaine. Puis ça, c'est déjà énorme sur le sujet de la qualité de l'air. Puis finalement, je pense que le Fonds éco peut aider à lancer de nouvelles initiatives en environnement. Samuel parlait d'initiatives de mégalomane un peu plus tôt, mais ça peut être des petits, ça peut être des plus gros projets. Mais je pense que le fonds peut faire une différence pour lancer ces projets-là qui vont participer à améliorer notre environnement immédiat. Puis comme membre du comité, je suis un peu comme Pauline, j'ai adoré participer à ce comité-là, puis j'ai très hâte de voir les projets qui vont nous être déposés. Oui, à vous écouter, je suis un peu jalouse même. J'aurais le goût d'être avec vous autour de la table pour les analyser. Merci beaucoup, Mathieu, pour votre perspective. Pauline, de votre côté, quel impact vous pensez que ça aura? Plein de beaux impacts. Tout d'abord, le fonds agit
comme un complément à des choses qui existent déjà, comme Mathieu le disait, ça peut venir compléter des subventions ou des fonds que les gens sont déjà en train d'acquérir. Donc, finalement, ça vient enlever les dernières barrières. Ça vient faire en sorte que les projets vont pouvoir se faire. Un point qui est important aussi et que la Caisse a compris, que les gens autour de la table ont compris, c'est que tout ne pouvait pas être sur les épaules des citoyens en termes de qualité de l'air ou de verdissement. Le fonds va contribuer à offrir de l'accompagnement, de la vulgarisation d'informations. Donc, les citoyens auront moins à être les super spécialistes dans ces domaines-là. Ils vont pouvoir se concentrer sur leur action. Donc, ça, c'est vraiment unique, c'est précieux. Aussi, les solutions de verdissement sont particulièrement importantes. Pour donner une idée de combien c'est important, l'année dernière, plus de 600 médecins demandaient au gouvernement du Québec d'investir en verdissement pour réduire les coûts en santé. Il y a beaucoup d'études qui montrent des liens directs entre la présence des arbres et la diminution des risques de maladies cardiovasculaires, la diminution des cas d'asthme, la diminution des cas de mortalité respiratoire. Les arbres peuvent aussi favoriser la santé mentale au quotidien. Donc, ce fonds-là va non seulement améliorer la qualité de vie des gens, mais ça va même permettre d'améliorer leur santé. Donc, c'est très important. C'est énorme les impacts que ça peut avoir. Merci de prendre le temps de le dire, de le mentionner. Je vous remercie tous les deux pour votre temps ce soir, mais tout le temps aussi que vous donnez à ce comité. Je sais que vous y croyez, mais sachez que c'est fort apprécié. Puis on a hâte de voir les projets qui vont émaner de ce fonds. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Je vous dis merci, mais je sais que vous allez rester branchés parce que lorsqu'on aura la période de questions dans quelques minutes, il n'y aura pas de problème. Les gens, vous pouvez poser des questions pour Pauline et Mathieu. Ils pourront y répondre également. Ils restent avec nous. Et d'ailleurs, parlant de période de questions, on est rendu là. Alors, je vais inviter Alain et Samuel et Jean-François à être pas très loin pour répondre à vos questions ou ne serait-ce que lire vos commentaires sur ce qu'on vous présente ce soir. Et je vous rappelle, je ne sais pas si on pourra le remettre à l'écran, mais l'adresse web, donc murweb.ca/fonds éco-responsable. Voilà, c'est là, on a une super équipe. Et le numéro de téléphone. Donc, que ce soit sur votre navigateur, votre téléphone cellulaire, la tablette, tout fonctionne, ça va se rendre jusqu'à nous. Alors, première question, je vais la lire en même temps qu'elle apparaît à l'écran. Hein. Je n'ai pas de recul, on fait ça en direct. Quelqu'un nous écrit 3 axes d'intervention, programme de verdissement et déminéralisation, projets environnementaux grâce au fonds. Et le dernier, on nous demande de repréciser le tout et je vois Jean-François qui s'approche là-dessus. Oui, bien, le dernier, en fait, c'est on veut avoir des projets. Donc, on veut que la communauté, si vous avez un projet dans votre communauté, dans votre ruelle, dans votre coin, finalement, dans votre organisme, on veut que vous nous proposiez des projets et nous, dans le fond, on veut financer ces bonnes idées-là. Samuel l'a dit un petit peu, nous, on est acheteurs de bonnes idées. Donc, tout ce qui peut aider l'environnement dans Limoilou, on est prêt à étudier la possibilité d'y contribuer par notre fonds. Si je peux compléter, Karina, je pense qu'aussi une partie de la question vise peut-être ce qu'on a dit au départ, c'est sur la qualité de l'air. Dans le fond, il y a comme 2 volets à la qualité de l'air. Il y a le programme de verdissement et déminéralisation, mais il y a aussi un volet où on va faire appel à des experts qui vont un peu mâcher l'information qui existe pour pouvoir la vulgariser, la rendre accessible à nos membres, mais aussi aux citoyens, dans le fond, de Limoilou. Okay. Participer également à des initiatives déjà en place, les compléter s'il y a lieu, contribuer. Fait que c'est le 3e volet, là, peut-être, qui était... Très bon. Bien, réponse en 2 volets, j'adore ça. On fait équipe. Une autre question qui est entrée. À partir de quelle date est-ce que je pourrais soumettre mon projet? Qui est-ce qui a les détails de ça? Samuel? Bonjour. Bien, c'est à partir du 21 juin que les gens pourront déposer leur projet, dont on fera l'analyse par la suite, puis on vous tient étroitement au courant de l'avancement de l'analyse de votre dossier. Parfait. Complément ou non? Non, ça va. Ça bougeait à côté de moi. Des fois, il y a une... Super. Quel est le délai de réponse? Donc, on peut déposer à partir du 21 juin, puis après ça, ça prend combien de temps avant qu'on ait des nouvelles? C'est Très bonne question. Dans le fond, ce qu'on souhaite, nous, c'est les projets qu'on va recevoir dans le cadre de l'appel de projet. Ça va être environ 3 mois. Qu'on va réunir le comité pour faire une étude, dans le fond, des projets, puis prendre des décisions sur l'allocation des sommes. Fait que ça, on va dire au trimestre environ. Mais pour le programme de verdissement des minéralisations, celui-là, ça va être en continu. Dans le fond, on va les recevoir sur une base régulière. Tous les détails là, vont être connus d'ici, justement, le mois de juin. Puis peut-être, je réitère que toute l'information sera sur le site Internet de la Caisse, éventuellement affichée sur la page Facebook.
Exact. Mais déjà, on a une bonne idée. Excellent. Je vais en prendre une autre. Est-ce que le fonds couvre les 3 quartiers de Limoilou? Jean-François? Eh bien, oui. Les 3 quartiers de Limoilou, Lairet, Mézeray et Vieux-Limoilou, ont tous des besoins, font tous partie du territoire de notre caisse. Donc, oui, le fonds va couvrir les 3 quartiers de Limoilou. Magnifique. C'est une bonne nouvelle, ça. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. 1 million, hein? On peut peut-être le rappeler. Là, moi, je suis impressionnée de ce chiffre. Très bien. J'ai vu passer un commentaire un petit peu plus tôt qui n'est pas à l'écran, mais on avait un wow, un beau commentaire sur le logo. C'est l'identité que vous allez voir circuler à partir de maintenant pour ce fonds éco-responsable. Donc, je regarde l'équipe technique avant de passer à autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires qui nous ont été envoyés? Non, très bien. Alors, vous ne gênez pas de continuer. J'ai le goût de dire, je parle de la page Facebook depuis tantôt, mais c'est parfait ce soir si vous écoutez un peu plus tard ou dans les prochains jours. Je pense qu'il va y avoir de la réécoute. Partagez la nouvelle, partagez l'information. Ah, il y a des choses qui viennent d'arriver. Des félicitations à toute l'équipe pour cette belle réalisation. Très inspirant. Et combien important de s'investir en développement durable. Et quel superbe logo. Bravo à toute l'équipe de la Caisse des Jardins de Limoilou pour cette belle initiative qui touche de nombreuses parties prenantes et qui aura des répercussions directes dans le milieu de vie. Très belle initiative. Félicitations à toute l'équipe. Super. Continuez à nous en envoyer. Moi, je peux continuer à lire ça bien, bien longtemps, des belles affaires de même. Mais bravo. Si on était en salle, il y aurait des applaudissements. Chapeau pour tout ça. Alors là-dessus, mes dernières annonces sont bien sûr de retourner sur Facebook, sur la page Internet. Je pense que j'ai même devancé les petites notes que je m'étais mises, tellement ça faisait partie du naturel. Je veux dire merci à tout le monde qui a été sur le plateau pour les présentations. Je vais me permettre de remercier l'équipe de production qui fait un superbe travail également. Merci à vous. Et si sur ce plateau en direct de la 1er avenue à Québec, dans le quartier de Limoilou, si ça se termine ici dans les prochaines secondes, c'est parce qu'il y a une invitée qui prend la relève et elle adore le sujet du développement durable. Madame Marie-Hélène Fortier est avec nous. Là, je ne sais pas exactement on est combien branchés, mais Marie-Hélène, je vais vous présenter d'abord, là, mais vous êtes conférencière, vous êtes chargée de projet, vous êtes donc chez Crac Bitume, un organisme qui se spécialise dans l'écologie urbaine. Mais là, ce que j'avais envie de vous dire, j'espère que vous êtes prêts à la maison parce qu'on vous envoie pas mal d'invités pour vous entendre parler de zéro déchet. Vous êtes prêtes? Oui, je suis prête. Il y a de la place, là, ou là? Il y a de la place sur le divan, à la table de cuisine. Magnifique. Bien, Marie-Hélène, merci d'être avec nous. On a hâte de vous entendre. Conférence qui porte sur le zéro déchet. C'est un cadeau qu'on avait le goût de faire aux membres en complément à ce grand dévoilement. On vient de lancer le fonds éco-responsable de la Caisse des Jardins de Limoilou. Bonne suite de soirée, tout le monde. À toi, Marie-Hélène. Merci. Bon, bonjour. C'est ça, j'ai été présentée, Marie-Hélène. Je travaille chez Crac Bitume, qui est un magnifique organisme en écologie urbaine. En fait, j'ai envie de commencer par vous présenter un peu l'organisme là, avant de vous parler de pourquoi que je vous parle du mode de vie zéro déchet. Crac Bitume, c'est un organisme qui est situé à Limoilou, dans le quartier Lairet. C'est un organisme qui favorise l'engagement citoyen et l'adoption d'un mode de vie écologique. Là, on est dans la thématique, hein, c'est la journée de la Terre aujourd'hui. Ça, on s'y prend par différents axes. On a un volet qui s'appelle le volet Compostus, en fait, qui s'appelle Compostus, qui s'occupe des sites de compost dans la ville de Québec. C'est vraiment populaire parce qu'on a une super grande liste d'attente. Malheureusement, on aimerait savoir plus de sites. En fait, on aimerait avoir plus de sites, évidemment. On a un volet qui est Jardinus, qui s'occupe des sites de jardins collectifs au sein de la ville, qui est un volet d'agriculture urbaine. Le but de ce volet-là, c'est de démocratiser le jardinage, mais aussi de favoriser les liens, d'augmenter le nombre d'espaces de verdissement comestibles dans la ville. Puis, on a un volet qui est formation, mais c'est celui-là, justement, dans lequel je travaille, qui est de permettre aux citoyens et citoyennes d'avoir de développer des connaissances et des compétences en écologie. Fait que des fois, ça peut être... C'est vraiment dans le but de développer une autonomie dans son quotidien. Par exemple, on a des cours de couture, on a des cours en alimentation, on a des cours depuis tout récemment là, en plomberie, justement, là, parce que oui, il y a des liens à faire avec l'écologie et la plomberie. Puis, on a un volet qui est plus transversal, justement, qui est la vie démocratique de l'organisme, donc ce qu'on essaie de favoriser les liens des citoyens et citoyennes, puis de l'implication, puis de cette compréhension-là au niveau de l'écologie. Donc, désolé, mon petit nez me pique. Parfait. Donc,
Aujourd'hui, je vous parle du mode de vie zéro déchet. Je vous en parle comme un mode de vie, mais je vous parle aussi du mouvement, en fait, parce que je veux aller un peu plus loin que l'action individuelle de réduire ses déchets. Je veux aller dans une vision un peu plus d'ensemble. Donc, qu'est-ce que le mode de vie zéro déchet? Ah, ben en fait, c'est ça. Mon plan de la journée, j'avais manqué une diapositive. Mon plan, en fait, c'est ça, c'est de présenter, ben, c'est quoi le mode de vie zéro déchet? Ensuite, ben, pourquoi? Pourquoi qu'on en parle? Pourquoi que les gens vont tendre à vouloir réduire leurs déchets? Puis enfin, mais comment qu'on peut parvenir à réduire ces déchets? Le mode de vie zéro déchet. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une branche, en fait. Je dirais, c'est un axe qu'on peut prendre quand on veut s'impliquer pour la préservation de l'environnement. On va s'imaginer souvent là, les gens qui ont réussi à réduire tous leurs déchets puis les mettre dans un petit pot à la fin de l'année ou à la fin du mois. Ça, c'est vraiment un mode de vie qu'une personne va avoir adopté. Mais on peut aussi parler du mouvement. Donc, la réflexion, comme je disais tout à l'heure, la réflexion qui est derrière de cette réduction-là des déchets. C'est une vision, c'est vraiment une vision d'ensemble où on amène la réflexion à partir de la conception d'un produit, donc comment il est fabriqué, un plastique pas durable, par exemple, ou ce qu'on va prôner une durabilité, jusqu'à sa fin de vie, comment on dispose de ce produit-là quand on ne peut plus l'utiliser. Fait que c'est ça aussi, là, la perspective du zéro déchet, puis je vais en parler plus loin, mais ça nous amène à réfléchir sur la consommation qu'on fait dans la vie de tous les jours. Donc, la définition que je vous dirais, c'est une manière de vivre, d'être, de penser et d'agir en correspondance avec la philosophie zéro déchet. Fait que l'idée, c'est vraiment d'adopter une cohérence dans ses comportements. C'est de reconnaître une problématique, puis essayer de voir comment je peux, du mieux que je peux, en venir à une cohérence. Puis aussi, tu sais, moi, pour vrai, la première fois que j'avais entendu parler du mouvement zéro déchet, puis maintenant, ça a un grand essor, mais la première fois, je dois être honnête et dire que j'avais eu une petite réticence. J'étais là, voyons, tu sais, zéro déchet, c'est impossible. Puis là, tout de suite, je me suis braquée en me disant, ben non, c'est impossible. Mais c'était un petit mécanisme, là, c'était un petit mécanisme de défense, une résistance. Alors ça, j'ai déconstruit ça. Il y avait un petit pattern psychologique qui était là. Mais en gros, l'idée, c'est pas... c'est de tendre vers le zéro déchet. L'idée qui est importante, en fait, si le zéro nous empêche d'agir, ben on peut aussi se dire, ben je veux réduire mes déchets. Puis c'est ça qui est derrière ce mouvement-là, c'est de se dire comment je peux réduire mes déchets dans ma vie quotidienne. Je vais juste regarder. Fait que dans le fond, pour mieux comprendre justement le mode de vie zéro déchet, je vais aller par 3 dimensions. On y va d'abord, on va commencer par l'impact écologique des déchets. On va parler de simplicité volontaire et la pensée écologiste qui est derrière ce mode de vie-là. Fait que c'est vraiment les 3 dimensions pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est le mode de vie zéro déchet. Oups, je n'ai pas baissé à la bonne endroit. Voilà. Ben, d'abord, c'est ça, la première dimension à aborder, c'est l'impact écologique des déchets. C'est de comprendre qu'il y a un problème, hein, évidemment, sinon on n'essaierait pas d'y remédier. Fait que les images que je vous présente là à l'écran, c'est d'abord le site d'enfouissement. Ça, c'est ces 3 images là, de comment on dispose de nos déchets actuellement. On a d'abord, c'est ça, le site d'enfouissement qui actuellement pose problème pour différentes raisons, puis je nommerai rapidement, ça occasionne des pollutions de l'air par les particules de biogaz que ça provoque, mais aussi ça contamine nos eaux en accédant justement aux nappes phréatiques. Puis l'autre enjeu qui est, en fait, c'est un matériel, quand on le jette, ne disparaît pas, hein, il existe encore. Si on l'enfouit, puis à chaque année, on enfouit des déchets, ça s'accumule. Puis quand ça s'accumule, c'est qu'à un moment donné, le site d'enfouissement devient plein et on a besoin d'en créer d'autres. Ça, c'est le problème, parce que à un moment donné, il faut aller un peu plus loin pour créer d'autres sites d'enfouissement. Si on va plus loin, donc il faut transporter les déchets un peu plus loin. Ça implique du transport et donc un plus grand nombre de pollutions. Ensuite, on a notre incinérateur ici qu'on voit, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais en tout cas, c'est l'image, vous allez le reconnaître, bref, c'est à droite ou à gauche selon l'effet miroir. Mais l'incinérateur qu'on a ici aussi à Québec,
l'enjeu avec ça, entre autres, c'est que il produit des déchets, en fait, en incinérant, ça crée des cendres. Puis ces cendres-là, qui s'appellent des mâches-fer, ont besoin aussi d'être enfouies. Donc, l'incinérateur, ce que j'ai appris, justement, c'était qu'il produisait des déchets, puis que ceux-là sont enfouis à Saint-Joachim, si mes informations sont toujours d'actualité. Ensuite, l'autre méthode de disposer de nos déchets, ben, c'est le recyclage. Des fois, on a tendance à penser qu'on est correct, là, on demeure très vert parce que nos items sont recyclés. Mais malheureusement, le recyclage ne fonctionne pas toujours aussi bien qu'on le voudrait une fois au centre de tri. Dans les chiffres, là, je pense que mes chiffres datent de 2014-2015, puis on n'est pas toujours à jour. En fait, il n'y a pas toujours des recensements à chaque année. Fait que c'est pour ça que les chiffres datent d'aussi loin. Mais quand même, là, les chiffres sont très parlants. On récupère seulement 14 des verres et en fait, il y a 14 des verres qui sont recyclés là, au centre de tri et 18 du plastique. Fait que c'est très, très peu. Ça remet vraiment en perspective cette option-là. Donc, il faut aller avant ça, avant de nous emmener jusqu'au recyclage. Il faut réfléchir aux produits qu'on consomme et tout ça. Mais ça, encore là, je vais y revenir. On va avoir plein d'informations à donner aujourd'hui, ce soir. Puis un autre enjeu aussi par rapport au recyclage, c'est qu'il y a 61 de nos produits de notre recyclage qui est exporté en dehors de la province. Fait que là, je reviens au même problème. C'est du transport, puis quand c'est exporté en dehors de la province et que ça implique déplacement, par exemple, marin, ben après ça, enfin, on n'a aucune idée de ce qui se passe, on n'a aucune idée si c'est réellement recyclé ou pas, on a perdu la trace. Fait que c'est une réflexion à avoir aussi pour bien comprendre pourquoi le zéro déchet. On doit aussi regarder, notre bac de récupération et non seulement la poubelle. Puis, une chose aussi qui est percutante à ce niveau-là, c'est qu'on est un grand producteur au Québec et au Canada de déchets. Je crois qu'on est, on est dans les plus gros producteurs de déchets dans les pays de l'OCDE. Et si on compare par PIB, là, dans les provinces au Canada, on est le deuxième après le Manitoba. Ce qui est un peu décevant là, comme image. L'autre dimension pour comprendre le mouvement, en fait, le mode de vie zéro déchet, la philosophie, dis-je, derrière, c'est la simplicité volontaire. Évidemment, tantôt, je disais, avant d'en venir à devoir utiliser le bac de récupération, mais il y a peut-être une réflexion à avoir. Puis, dans les pistes, c'est de réduire, en fait, sa consommation de biens, c'est de revenir un peu à l'essentiel, puis se dire, la fameuse phrase, là, c'est cliché, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est de voir est-ce que j'ai besoin de 2 items, par exemple, qui font la même chose? Moi, par exemple, ma famille est bien impressionnée que je n'avais pas de micro-ondes ou que je n'avais pas de bouilloire ou ce genre d'item-là, parce que je considère qu'une bouilloire, je peux utiliser mon chaudron pour faire bouillir mon eau ou mon micro-ondes, mais j'ai un petit mini-four, puis ça fait vraiment le travail. C'est juste que ça demande, quand on parle de réduire, de réfléchir, en fait, de ralentir, ben c'est ça, c'est que ça me demande un peu plus d'organisation. Fait que c'est ça, la simplicité volontaire aussi, dans cette perspective-là de consommer moins. Ça se peut que ça en vienne à, justement, avoir moins besoin de travailler, avoir plus de temps pour, des fois, créer des produits, de développer une certaine autonomie, donc d'être moins dépendant des magasins, des commerces ou des différents produits. Et la troisième dimension que je vous parlerai là, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est le mode de vie zéro déchet, cette philosophie-là, ben c'est la pensée écologiste, en fait, là, l'idée que je vais emmener avec ce point-là, c'est qu'est-ce qui motive l'implication dans un mode de vie zéro déchet? L'objectif, c'est pas, mais en fait, le moyen zéro déchet n'est pas l'objectif. Ce que je veux dire par là, c'est que le but, c'est pas à la fin de l'année d'avoir réussi à mettre tes déchets dans seulement un petit bocal. Évidemment, je veux dire, si tu le fais, je t'admire beaucoup, mais ça se peut aussi. Mais l'objectif, c'est en fait de protéger notre environnement, c'est de diminuer notre empreinte écologique. Puis ça se peut que parfois, devant une action ou
une situation, on doit choisir entre quelque chose qui va impliquer de créer des déchets. Ce que je veux dire, en fait, avec des exemples, c'est toujours plus clair, c'est que ça se peut que si tu n'as pas d'épicerie en vrac près de chez toi, mais que tu dois prendre ton auto pour aller justement faire ton épicerie en vrac, mais c'est peut-être plus avantageux en termes écologiques d'aller à l'épicerie du coin parce que tu peux te déplacer à pied. Fait que l'idée de penser écologiste, c'est vraiment en fait cette dimension-là pour comprendre que on le fait, on adopte ce mode de vie-là, cette philosophie-là, parce que ce qui est derrière l'objectif final, c'est de préserver notre environnement. Fait que des fois, ça implique justement de chercher une espèce d'équilibre parce qu'on veut, parce qu'il y a d'autres enjeux environnementaux que les océans de plastique, que la quantité de déchets qu'on a. Il y a toute la question de la préservation de l'eau potable, les gaz à effet de serre quand on pense au changement climatique, la protection des espèces menacées. Hein. On dirait qu'à chaque année, on apprend qu'une nouvelle espèce qui est en péril, qui est en voie d'extinction. Et on vit dans une chaîne, donc c'est à préserver. Fait que ça, c'est un peu je dirais, c'est l'espèce de fil conducteur là, qui mène au mode de vie zéro déchet, les 3 dimensions que je vous ai présentées. Puis je veux ramener, parce que là, je viens de, tu sais, cette liste-là qu'on voit à l'écran, elle peut être très démoralisante et démotivante. Je fais souvent la nuance entre tu sais, il ne faut pas se culpabiliser, hein. En fait, je considère que la culpabilité, ça mène à rien. L'important, c'est de se responsabiliser, c'est de comprendre que, OK, oui, il y a un enjeu, il y a un problème. Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mes limites puis dans mes ressources disponibles qui va faire en sorte que je vais me sentir bien dans ma vie, dans mon environnement, dans mon action pour préserver l'environnement. Ça, ben, c'est un processus. Puis, c'est ça, quand je parle de limites puis de ressources disponibles, ben c'est vraiment la clé aussi. On mène tous des combats différents et à des périodes différentes. Ce qui fait le lien avec mon autre diapo. Excusez-moi, mon téléphone se ferme à chaque fois que je veux changer de diapositive. Boum, boum. Voilà. Non, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Comment débuter puis comment persévérer? Parce qu'en fait, c'est ça, ce que je vous amène, ce que je suis en train de dire, c'est exactement la première étape qui va avoir l'air très cliché, très de base, mais c'est le respect. En fait, pour n'importe quelle cause qui pourrait vous tenir à cœur, ça implique de se respecter soi-même, respecter ses limites, ses ressources. Où est-ce qu'on en est? Ça se peut que cette année, ce soit plus difficile de s'impliquer puis de réduire ses déchets, par exemple, mais que l'année prochaine ou que l'année précédente, ça allait super bien. C'est aussi de respecter son entourage. On n'est pas tous rendus à la même étape d'implication dans notre vie. Puis, on n'a pas toutes non plus les mêmes causes qui sont importantes pour nous. Il y a des personnes qui vont aussi vivre des enjeux très individuels, des problématiques quelconques. C'est leur combat qu'ils sont en train de mener, alors que pour d'autres, ils vont être beaucoup dans des enjeux, par exemple, plus sociaux. C'est vraiment de voir ça comme un ensemble, puis comme un monde idéal ou un idéal qu'on est en train d'essayer de construire, puis de respecter le processus de chacun et chacune. De toute façon, une discussion devient toujours difficile là, quand on s'oppose. Et le troisième point que je voudrais parler, ben, c'est le contexte. Hein. Comme je disais tout à l'heure, ça se peut que la situation soit difficile pour une personne pour s'impliquer pour des situations, par exemple, financières, parce qu'on le sait, hein, faire un changement, des fois, le zéro déchet peut, en fait, pas le zéro déchet, mais je veux dire, consommer de façon locale, puis éthique et tout ça, ben ça peut coûter cher. Parce que malheureusement, les produits sains coûtent encore un peu plus cher à l'épicerie. Mais en fait, c'est pas tout le monde qui a le portefeuille pour pouvoir faire ce genre de changement-là. Le contexte, c'est aussi, en ce moment, on est en pandémie mondiale, si vous n'avez pas remarqué. Et moi, quand je vais dans mes rendez-vous de physiothérapie, on me donne un petit masque chirurgical qui est jetable. Fait que ça, c'est d'accepter que, bon, je peux pas utiliser mon masque que j'ai fait moi-même. Je dois accepter ce masque-là. Fait qu'il y a le contexte aussi des fois qui nous empêche d'agir. Fait que l'objectif, c'est aussi de développer une certaine grille d'analyse qui nous permet de persévérer, puis de ne pas se fâcher non plus, là, de ne pas se dire « OK, mais là, j'ai pas réussi mon objectif », c'est de remettre en perspective. Comment qu'on y arrive? En fait, on dirait qu'il n'y a pas de consensus. Des fois, on parle des 5 R, des 6 R. Je vous présente le raisonnement zéro déchet. C'est un peu les étapes là, par lesquelles qu'on
je dirais, le filtre par lequel on peut passer nos habitudes pour viser le zéro déchet. Je vous laisse les lire et je prends une gorgée d'eau. Donc, la première étape, là, ce qu'on encourage, c'est d'abord de refuser. S'il y a quelque chose qui nous est offert ou qu'on voudrait, par exemple, consommer, est-ce qu'on en a vraiment besoin, comme je disais tout à l'heure? Un exemple simple que je pourrais donner, c'est le sac de plastique à l'épicerie. Non, j'ai mon sac avec moi. Mais c'est possible que cette journée-là, finalement, vous aviez besoin d'un autre sac ou à ce moment-là, est-ce que vous pouvez réduire le nombre de sacs? Vous vous dites, OK, ben là, j'en prends juste un, mais je vais le charger à bloc bien en masse. Vous pouvez après ça vous dire que vous allez le réutiliser jusqu'à avoir besoin, par exemple, de le réparer. Bon, je comprends que réparer un sac de plastique, ça peut être assez difficile, surtout qu'ils ne sont pas toujours de meilleure qualité, mais le même cheminement pourrait se faire avec des vêtements, par exemple. C'est de se demander, bien, est-ce que j'ai assez de vêtements? Je pense que oui ou non. Réduire son garde-robe, en fait, sa quantité de vêtements. Réutiliser, hein? Il y a aussi les friperies à ce niveau-là qui peuvent être super intéressantes. De réparer, revaloriser. Puis encore là, c'est un choix, hein, parce que je le sais aussi que des fois, une couturière peut coûter plus cher qu'un vêtement neuf. Fait que c'est aussi de se dire, bon, ben, je prends connaissance, je prends conscience que mon vêtement, si je le jette, il existe encore. Hein? Comme je disais tout à l'heure aussi de dépotoir, par exemple, il existe encore. Puis on n'a pas actuellement de site de récupération du textile. Fait que c'est se rappeler aussi qu'il n'y a pas juste je dirais le coût qui rentre dans la balance de si j'achète ou si j'achète pas un produit neuf, mais il y a aussi des enjeux environnementaux. Donc, réparer, revaloriser. Puis c'est aussi, des fois, il y a des tutoriels sur Internet où il y a des formations comme à Crack Bitume, on en a pour apprendre à devenir un peu plus autonome avec sa machine à coudre. Puis après ça, s'il n'y a aucune de ces étapes-là qui est possible de faire, c'est de voir comment je peux en disposer adéquatement. Quand c'est des déchets organiques, justement, au niveau de la nourriture, des sites de compost, le vermicompost aussi peut être super intéressant. Sinon, ça peut être le recyclage et, en dernier recours, la poubelle. Hop. On dirait que... Tadam! Parfait. Donc, ce que je vais vous présenter dans un monde idéal, j'aimerais bien ça faire des échanges avec vous. Là. Si j'ai accès à un chat, là, je pense pas, mais en tout cas, j'ai oublié de poser la question. Mais en tout cas, si jamais c'est possible de me poser des questions, je pourrais peut-être essayer de vous répondre. Sinon, je vais vous donner le plus d'astuces possibles pour entamer une démarche. Évidemment, j'ai moins d'1 heure pour vous présenter ce mode de vie zéro déchet-là, puis de vous présenter comment s'introduire. Fait c'est sûr que ça ne se veut pas complet. C'est une formation qui pourrait s'étendre sur une journée complète et même encore, on a encore des trucs à dire. Mais je vais vous présenter différents angles où vous pourriez jeter votre regard pour entamer justement ce processus-là. Puis, ce processus-là, en fait, vous l'entamez selon ce que vous connaissez de vous. Hein. Si vous êtes une genre de personne qui ont besoin de faire un changement drastique du jour au lendemain, comme les gens qui arrêtent de fumer, il y en a qui ont besoin de ça. Ça peut être ça, alors que d'autres peuvent fonctionner de manière plus graduelle par processus. Moi, j'appartiens à cette catégorie-là. J'ai comme besoin de m'approprier lentement des nouvelles habitudes. Donc, les changements à votre portée. Fait que j'y vais un peu là, par, comment je pourrais dire, par sphère de notre quotidien à la maison, parce que c'est quand on parle du zéro déchet, là, justement à titre individuel, bon, il va sur ce qu'on touche, sur notre maison, sur c'est ça, nos consommations. Fait que je vous ai fait une petite liste là, d'éléments peut-être faciles à remplacer ou à éliminer dans le quotidien. Sac d'épicerie. Encore là, tu sais, tantôt, je parlais... en fait, je ne sais plus si je l'ai nommé, mais tu sais, faire ce genre de transition-là, c'est sûr que ça demande du temps. Puis ça se peut que ça demande toujours un peu plus de temps. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez plus avoir de temps, c'est juste que ça demande une réorganisation de votre quotidien. Puis ça demande peut-être un peu plus de prévision. Par exemple, le sac d'épicerie, c'est dans ses déplacements, prévoir toujours un sac avec soi. Moi, j'ai toujours mon sac à dos. Puis dans mon sac à dos, j'ai toujours j'ai un petit sac avec ma fourchette de camping, justement si j'ai besoin d'un arrêt resto ou quelque chose comme ça.
Puis c'est quelque chose que je garde tout le temps dedans. Quand je vais faire l'épicerie aussi, je vois dans la liste, là, sachets, fruits, légumes, il existe des petits filets. Puis encore là, ils s'en vendent qui peuvent être très dispendieuses. Vous pouvez en trouver aussi des sacs à filets là, que vous prenez pour laver, par exemple, votre brassière dans une laveuse. C'est un peu la même chose. L'idée, c'est un petit sac qui peut contenir vos fruits et légumes. Souvent, les épiceries aiment ça quand ils sont transparents. Fait que n'importe quoi peut faire. Hein. Je vous demande, en fait, faire la transition vers le mode de vie zéro déchet, c'est pas d'acheter plein de produits là, pour que ce soit vraiment beau dans votre armoire quand vous ouvrez les portes ou que ça fasse des belles photos sur Instagram, par exemple. L'idée, c'est de réduire sa consommation puis de se rendre compte de qu'est-ce que j'ai déjà que je peux utiliser pour d'autres choses. Fait que c'est ça ici aussi, sachet fruits et légumes. Moi, personnellement, j'en prends même pas. Je prends même pas de sac là, pour mes fruits et légumes. C'est souvent, à moins que ce soit des petits raisins, par exemple, que ils s'éparpillent. Mais souvent, je laisse comme ça tel quel, puis je les mets dans mon sac, puis quand à la maison, je les lave. Sac Ziploc, vous pouvez les laver à l'infini si vous en avez déjà. L'idée, c'est pas de les jeter puis de plus en utiliser. Fait que c'est une petite liste là, à ce niveau-là. Toujours dans cette catégorie-là, moi, une chose qui a fait un grand changement, là, ça a été de réorganiser un peu mon frigidaire aussi, de voir mes aliments périssables, les mets que je cuisinais durant la semaine. Ça a l'air bien banal du même, mais j'avais la fâcheuse tendance à aller mettre mes plats au fond puis pas me préoccuper de ça. Mais ces plats-là, je les oubliais, puis finissaient par pourrir et au mieux, finissent au compost et au pire, à la poubelle. Donc, réorganiser son frigidaire peut faire une grande différence. C'est aussi de prendre plus de temps. Encore là, c'est de prendre le temps de prévoir, de cuisiner, puis de faire de la cuisine créative. Encore là, faire avec ce qu'on a. Par exemple, moi, je cuisine beaucoup les légumineuses. Il y a moyen puis ça, c'est quelque chose qui est quand même économique en plus, là, quand que tu les réhydrates et tout ça, il faut le prévoir, par contre, c'est ça l'idée, qui est qui peut peut-être freiner un peu. Sinon, dans les épiceries, on peut aller aussi, il y a de plus en plus d'épiceries en vrac. Là, à la fin, là, je vais vous montrer une petite liste là, qui est intéressante à ce niveau-là. Surtout quand on parle de, là, j'imagine pas mal tout le monde là, situé dans Limoilou. On a plusieurs alternatives. Mais puis l'épicerie en vrac, je vais en parler tout de suite, mais moi, la première fois, encore là, c'est un changement, c'est nouveau, je savais pas comment ça fonctionnait une épicerie en vrac. Et je vous en parle pour les personnes qui sont jamais rentrées, mais en gros, vous rentrez puis tout le monde est gentil. Ça, c'est le fun. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'aller peser vos contenants. Fait qu'il y a toujours une balance pas trop loin, puis à la limite, vous demandez à la personne où est-ce que c'est. Puis là, moi, je mets mes items, mes pouces un à un sur la balance et je prends une photo du poids parce qu'après ça, on va le remplir. Puis après ça, vous remplissez, vous allez à la caisse. Fait que des fois, c'est vraiment juste comme beaucoup de changements. Là, je donne cet exemple-là, mais c'est vraiment pour tout, c'est de faire le premier pas. Puis après ça, là, que ça devienne quelque chose qui est habituel. Puis après ça, on trouve ça drôle de se dire ouais, OK, j'avais trouvé ça gênant la première fois, j'avais trouvé ça intimidant. L'hygiène personnelle, fait que ça, c'est une autre facette du quotidien. Les emballages de savon, c'est un... Ouais, je cherche mes mots. Ça me flabbergaste. Les emballages de savon, c'est un endroit où on retrouve justement beaucoup de plastique, tous les savons emballés individuellement. Ben, il y a moyen d'acheter des savons en vrac, où ce que là, ils se retrouvent justement sans emballage. Vous pouvez aussi apprendre à confectionner votre propre savon. Mais encore là, c'est sûr que ça exige du temps, ça exige aussi de savoir comment puis de l'achat de certains produits, mais pour démarrer. Les premières fois, ça peut être un peu périlleux. Justement, à Craig Bitume, on avait fait une formation sur le savon. Puis, on va se dire, l'esthétique n'est pas super beau. Là. Tu sais, moi, j'ai fait ça dans une pinte de lait que j'avais puis que j'ai coupé, puis là, j'ai rempli avec mes produits. Puis ce qui est le fun, c'est ça, c'est que j'ai pas besoin d'emballage et tout ça. Sinon, après ça, j'ai emballage de shampoing revitalisant. Même chose, hein. Là, on entend de plus en plus parler des shampoings en barre. D'ailleurs, j'ai appris sur les shampoings en barre. J'avais jamais réalisé, mais le premier ingrédient d'un shampoing, un shampoing liquide, c'est de l'eau. Donc, on paye pour de l'eau quand on a du shampoing liquide. Mais ça aussi, ça se vend en vrac dans plusieurs
plusieurs commerces locaux. Sinon, il y a encore là l'option d'avoir un petit shampoing là, en barre qui fonctionne très bien. Ça peut être ça demande peut-être un peu d'adaptation au début parce que la première fois, c'est un peu bizarre pour certaines personnes. Puis encore là, c'est de voir, il y a des tutoriels, il y a des formations. C'est sûr que, shampoing puis savon, c'est quand même, comme je disais tout à l'heure, c'est périlleux, ça implique de la manipulation de produits qui sont un petit peu toxiques si on n'a pas une protection, un masque puis des lunettes. Mais là, maintenant, tout le monde a plein de masques, fait que ça, c'est bien. Au niveau de l'hygiène personnelle encore, il y a toute la question des lotions. Tout dépendant de votre type de peau, moi, j'ai une peau qui est quand même je suis quand même chanceuse, fait que j'ai pas besoin de 40 000 crèmes dans mon armoire. Souvent, je vais me mettre même un peu d'huile de coco que j'ai déjà dans ma cuisine qui va me servir de crème. Puis, je sais pas pourquoi dans ma vie, il y a beaucoup de gens qui m'ont acheté des pots de crème. Fait que j'en ai, on dirait encore pour la vie. Fait que, encore une fois, l'idée, c'est pas de jeter ce que vous avez déjà, mais c'est de finir. Puis, sinon, il y a une petite recette de déodorant. Là, je reviens là, sur ma liste. Mais moi, j'ai mon déo que je tiens dans un plat. Encore là, c'est un plat réutilisé là, que une amie m'avait donné puis que j'ai gardé. Puis là-dedans, mais je fais ma petite recette de déo. Ça, le déodorant, c'est peut-être une étape qui est assez facile là, pour faire son premier DIY qu'on appelle Do It Yourself, donc faire soi-même. Tu sais, ça implique, j'ai une petite recette magique là, que je vous donnerai le lien tout à l'heure, mais c'est l'huile de coco, bicarbonate de soude, fécule de maïs, peut-être de l'huile essentielle si vous voulez, sinon c'est vraiment pas obligatoire. Puis après ça, ben encore là, c'est une réduction des plastiques que vous achetez. Puis cette recette-là me dure plus d'1 an pour vrai. C'est une recette magique. Fait que c'est vraiment de revoir ces armoires puis voir qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, pas besoin à ce niveau-là. Au niveau de l'hygiène personnelle encore, je peux pas ne pas parler non plus de la moitié de la population si je pense aux personnes qui ont des menstruations. Il y a les coupes menstruelles. Encore là, on peut être prêt puis pas prêt à franchir cette étape-là. Les coupes menstruelles personnellement, je révolutionné ma vie des menstruations parce que c'était beaucoup plus confortable puis moins d'écoulement. Sinon, il existe aussi des petits pads réutilisables, justement, que tu trouves un peu partout. Puis ben ça, c'est lavable. Fait que on revient à une époque un peu plus de nos grands-mères, peut-être, là, justement, où que là, on lave nos serviettes sanitaires, puis on les rince avant de les mettre à la laveuse. Mais l'idée, c'est ça, hein, c'est à ça que ça sert une belle laveuse. Ménage et entretien, et là, je reviens avec 2 grands classiques, là, le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc. Je suis un groupe sur Facebook qui s'appelle Tout ce qui se répare, puis j'ai l'impression que c'est comme un gag. Ces 2 ingrédients-là se retrouvent toujours dans la liste. Dès qu'il y a une personne qui demande de l'aide sur quelque chose, vinaigre et bicarbonate de soude. C'est vraiment 2 produits à avoir chez soi. Autant pour laver son plancher, je lave mon plancher avec du vinaigre et de l'eau pour décrasser justement sa salle de bain, la cuisine. Pour tout à l'heure, j'ai eu à déboucher mon lavabo. Hein, les cheveux longs, ça fait ça des fois. Fait que là, un petit mélange de bicarbonate de soude, de vinaigre, c'est vraiment moins toxique que d'autres produits. Puis on ne vient pas contaminer l'eau à ce niveau-là. Il y a plein, tantôt j'ai parlé de ma recette de déodorant, encore là, bicarbonate de soude, faire des gâteaux, hein, on en a souvent besoin. Fait que c'est ménage et entretien, c'est vraiment intéressant. Ah oui, puis je voulais vous parler, le vinaigre aussi, on peut faire une petite infusion avec vos pelures d'orange ou cet hiver, j'ai pris des branches de sapin et j'ai fait infuser ça dans mon vinaigre. Bien là, ça fait un beau petit push-push qui sent bon. Puis encore là, je reprends ce qui est à ma disposition. Fait qu'il y a moyen de faire avec ce qu'on a sous la main. J'ai aussi, encore là, dans les recettes faciles qui se retrouvent sur Internet, parce qu'ils sont moins périlleuses, peut-être comme justement, je parlais tantôt du savon et tout ça, du savon à vaisselle, je prends une éponge qui est, je cherche ma caméra, qui est une éponge en fait de courge, qui s'appelle un loofah. Ça se trouve aussi dans des commerces souvent plus santé, nature, locale et tout ça. Puis ça, quand c'est fini, je le découpe en petits morceaux et je le mets dans mon compost. Compost domestique, ça fonctionne super bien. Puis après ça, j'ai mon petit cake vaisselle. C'est un savon à vaisselle dur que je prends, que je savonne après ça ma vaisselle et ça va super bien. Fait que c'est vraiment ça, développer petit à petit des petites habitudes, puis de se dire, oui, c'est possible que je le fasse.
Ailleurs qu'à la maison, ben c'est vraiment, c'est ça. C'est un réflexe à pogner, à se rentrer en tête de OK, je veux réduire mes déchets. Fait que des fois, on va nous offrir des items gratuitement, puis on peut être porté, ben oui, c'est gratuit, il faut que j'en profite. Puis après ça, c'est de se rappeler, ben non, peut-être que non. On laissera ça à une autre personne s'il y a besoin. Puis si finalement la personne avec tous ces items gratuits à donner en a plein encore, ben va peut-être se dire la prochaine fois d'en accumuler moins. Fait que là, je pensais par exemple à des objets promotionnels ou des cartes et pamphlets, surtout à l'ère numérique telle qu'on l'est en ce moment, on n'a pas toujours besoin là, d'avoir des papiers à ce niveau-là. Tantôt, je parlais de tenir dans son sac des fourchettes de camping ou des cuillères. Ben c'est ça, c'est de traîner avec soi des plats réutilisables, des ustensiles réutilisables. Tu sais, je vous dirais que la première fois que je suis allée au restaurant, puis que j'ai eu à apporter, parce que je voulais apporter mon plat de plastique pour amener mes restes, mais j'étais un petit peu mal à l'aise, mais j'étais avec des amis qui étaient super ouverts à ce niveau-là. Puis après, ben c'est le fun de ne pas avoir de styromousse à ramener à la maison. Fait que tout ça, encore là, c'est le premier pas qu'on fait qui est peut-être un peu plus difficile. Puis souvent, en fait, les gens ne vont pas nous regarder de travers nécessairement. En fait, s'ils le font, ça va juste permettre de normaliser un peu plus l'habitude pour que les personnes suivantes le fassent puis que ça paraisse normal. Fait que c'est vraiment de prévoir ce genre d'items-là, d'avant d'aller au restaurant, de traîner son plat de plastique. Même chose à l'épicerie, si vous aviez peut-être justement nos comptoirs de viande ou des trucs comme ça là, que vous avez besoin. Parce que c'est ça, tout ne se trouve pas encore là, en vrac. Mais voilà, sinon, il y a d'autres, tu sais, je ramène encore là, se satisfaire de ce qu'on possède. J'ai l'impression que je me répète, mais c'est vraiment ça l'idée hein, derrière le mode de vie zéro déchet. C'est aussi de favoriser des entretiens durables, de faire attention. J'ai un cours en ce moment sur la plomberie qui est démarré à Craig-Bitume. Ben, c'est ça. C'est comment qu'on peut faire en sorte de préserver nos équipements pour que la durée de vie comme ait une bonne durée de vie dans le temps, justement, pour ne pas avoir à réparer. Je pense beaucoup aux voitures, par exemple. Une voiture, c'est un gouffre sans fond de dépenses, malheureusement. Puis, ben, ça demande beaucoup d'entretien si on veut que cette voiture-là nous dure longtemps. C'est de voir aussi ben, comment d'apprendre à réparer soi-même. Moi, j'ai, par exemple, avec mes chandails, là, je suis vraiment pas une experte couturière. C'est un travail en devenir, mais les premières choses que je faisais au début, quand j'avais un chandail qui était brisé, ben, je coupais vis-à-vis les manches et je m'en faisais une petite jupe. Surtout quand en fait, c'est ça. Quand on est des personnes qui portent beaucoup de leggings, là, c'était juste parfait. Ça me faisait ma petite jupette, ça paraissait pas. Fait que c'est de voir, ben, y a-t-il des ressources qui peuvent m'aider? Est-ce que je peux me former? Sinon, est-ce qu'une autre personne fait des confections? Il y a de plus en plus d'organisations ou de commerces qui vont travailler avec l'usager pour revaloriser ça. Fait que des fois, c'est de trouver ces organismes-là. Dans la même chose, c'est un peu ça le point 4 vers lequel je m'en venais. C'était, ben, si vous le désirez plus, ben, l'idée, c'est peut-être justement de passer au suivant. C'est sûr que là, on est en temps de pandémie, les ressourceries sont quand même pas mal fermées, mais il y en a qui acceptent encore justement des vêtements ou même des items chez soi. Il y a beaucoup de groupes Facebook aussi. Là, à Limoilou, il y a un Buy Nothing Limoilou qui s'appelle, qui est vraiment l'idée un peu comme les groupes Artistes à toi. L'idée, c'est vraiment d'offrir gratuitement des items qu'on n'a plus besoin chez soi, mais qui peuvent faire grandement plaisir à d'autres personnes. Puis ça peut être vraiment étonnant, des fois, des items qu'on se dit hey, non, mais pas personne ne va vouloir ça. Ça trouve pas mal, très souvent, preneurs ou preneuses. Puis, au même titre que des personnes, des fois, vont offrir des choses, puis je me disais, mon Dieu, mais c'est de l'or en barre. Et je suis donc contente d'avoir trouvé ce que j'avais besoin. Ça demande plus de patience. Puis, ben, pendant ce temps-là, ben, c'est pas un élément que tu prends des tablettes d'un magasin, puis qu'après ça, va être rempli par un nouvel item, puis qui va finir malheureusement, parce que tout est périssable dans la vie, va finir en déchets. Puis encore là, je la rappelle, mais tu sais, si ça doit être jeté, ben, c'est d'en disposer adéquatement. Tantôt, je parlais du recyclage, de prendre conscience que c'est pas vrai que parce que ça va dans le bac de récupération, on n'a eu aucun impact. Ben, prendre conscience de ça, ça nous ramène à se dire, bon, ben, OK, est-ce que l'item que je vais acheter a des risques de finir à la poubelle après 1 an ou 2 ans? Tu sais, c'est souvent... Puis des fois, ça peut être tentant, là, des petits gadgets, tout le monde est... on devient
attirés par ça, les petits gadgets qui sont drôles ou des trucs comme ça, mais pour la journée ou la demi-journée de bonheur que ça peut provoquer, puis après ça, combien de temps que ça se décompose, ben combien de temps que ça prend avant de se décomposer, puis je veux dire, c'est beaucoup de temps sans se décomposer à ce niveau-là quand on parle de certains plastiques. Fait que c'est vraiment, c'est d'en disposer adéquatement. Au niveau du compost, je disais tantôt, il y avait une liste d'attente, par exemple, mais des fois, il y a peut-être moyen avec des personnes que vous connaissez dans votre entourage qui en fait d'y aller comme ça. Puis c'est de voir si on a à Craig-Bitume, on donne des formations sur le vermicompost. Pour le moment, on est en pénurie, mais on va en avoir, mais on a des verres à compost. Puis encore là, c'est ça, tu sais, on n'est pas tous rendus aux mêmes limites. Des fois, il y a des personnes pour qui que non, il n'est pas question qu'ils vont avoir des vers chez soi, qu'ils vont manger leur nourriture. Bien, c'est correct, hein? Quand que je parlais tantôt de ne pas se culpabiliser ou pas de culpabiliser les autres, c'est vraiment dans cet objectif-là. Fait que après ça, c'est si vous avez vraiment besoin de quelque chose finalement, puis là, vous vous dites OK, oui, mais je le veux, bien, il y a les moyens de location. Il y a la bibliothèque. Moi, j'avais comme oublié l'existence de bibliothèque. Je pense que c'est le fait que je viens pas d'une grande ville. Puis maintenant, je redécouvre les joies d'avoir une bibliothèque à proximité. Puis à la bibliothèque, on peut évidemment réserver des livres, mais il y a aussi des livres de recettes. Puis ça m'a comme fait du bien de me rappeler de ça. Puis quand que je parlais d'être créative tout à l'heure, ben c'est ça, hein? C'est de voir comment des fois, c'est juste la motivation, elle a juste besoin d'idées pour créer, puis après ça, produire quelque chose de beau, puis de bon, surtout. Puis au même titre de location bibliothèque, ben il y a des fois des livres de recettes de DIY. Les trappeuses, par exemple, ont leurs livres de bibliothèque. Fait que ça, c'est une bonne idée à savoir pour avoir des recettes de comment faire son savon ou des produits à la maison. Fait que des empruntés de bibliothèque, ça fait moins de papier au niveau des livres. On maintient les arbres. Les arbres debout. Puis, il y a des endroits, tantôt, j'ai vu une personne parler justement de la patente. Ben, la patente, on peut aussi utiliser les outils là-bas. Il y a plein d'ateliers de plus en plus là, qui sont plus coopératifs, qui nous permettent justement cette notion-là d'entraide un peu dans le voisinage. Est-ce qu'il y a aussi l'option de prendre un objet usagé, tu sais, au moins une personne qui décide de se départir d'un objet, ben on augmente sa durée de vie en le laissant pour une autre personne au lieu de le laisser sur une tablette qui finalement se pourrit là, entre guillemets, puis qui sert à personne. Des fois, il n'y a pas grand-chose dans votre quotidien qui ne peut pas se trouver usagé. Il y a certaines choses qu'il y en a que ça dépasse leurs limites. Il y a des personnes qui, par exemple, ne veulent pas avoir un matelas qui est usagé. Puis c'est correct. T'sais, après ça, comme je disais tout à l'heure, c'est pas de culpabilité, mais si ça a ramené, qu'est-ce que je peux faire d'autre dans ce cas-là? Plutôt que justement d'acheter neuf. Puis si vous avez finalement à acheter neuf, ben là, c'est de porter une attention à la durabilité puis au degré de réparabilité. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'avais fait l'erreur d'acheter un fouet vraiment pas cher en me disant c'est la même chose que l'autre à côté. Bien évidemment, après quelques utilisations, le manche a cassé. Puis là, je persiste à vouloir le réparer parce que sinon, je sais qu'est-ce qui va se passer avec le fouet, c'est qu'il va aller aux poubelles, il va rien se passer avec, puis il va juste rester dans un trou quelque part enseveli et ça va avoir servi à rien d'avoir acheté ça. Fait que j'essaie de le réparer du mieux que je peux. Puis après ça, c'est de voir comment encourager l'économie éthique et éco-responsable. Fait que se ramener à aussi, on parle souvent d'acheter local. Fait que si c'est accessible et possible pour vous d'acheter local, d'acheter bio aussi, parce qu'après ça, il y a Laure Varidel qui disait acheter, c'est voter. C'est ça l'idée derrière, c'est de réduire votre impact écologique. C'est pas juste l'objectif, comme je disais tout à l'heure, c'est pas juste de s'assurer que tous vos déchets rentrent dans un petit pot, mais c'est aussi de s'assurer d'une protection environnementale, puis que vos actions se préservent dans le temps. Pardon, je vais te changer. Non, ça ne fonctionne pas quand je change. Et voilà. Donc, tantôt, je vous disais que j'allais vous présenter certaines ressources à Québec. C'est ce que je vais faire. Donc, à Limoilou, justement, quand on parle de magasins en vrac, il y a La Récolte. Il y en a un commerce justement à Limoilou sur la 3e avenue, mais aussi en Haute-Ville. Il y a chez Alimentex que c'est possible. Il y a, j'ai une nomme là, comme ça aléatoirement, là, mais il y a le mieux qui est dans Saint-Roch. Il y a aussi au Grand Marché, je crois que c'est pas écrit parce que c'est quand même nouveau, mais au Grand Marché, on peut aussi acheter son détergent à lessive. On peut acheter
justement savon à vaisselle, liquide et tout ça, shampoing, ça se trouve à ces endroits-là. Fait que c'est vraiment encore là, je répète, mais de reprendre son premier pas puis essayer quelque chose de nouveau. Puis ça se peut aussi qu'un produit ne vous convienne pas, puis il ne faut pas non plus s'acharner. Ça se peut qu'il y ait un shampoing que vous avez acheté à un endroit qui ne vous convenait pas, au même titre que si c'était un shampoing d'une marque commerciale, ça ne fait pas pour tout le monde. Alors, ça, c'est d'en essayer d'autres. Puis, j'ai parlé un peu des groupes Facebook tout à l'heure. Je crois que j'en suis là. Ah ben oui, Sauf ta bouffe que je vous ai pas parlé quand que je parlais de l'alimentation. C'est quand même un incontournable, là, ça peut être intéressant à voir. C'est là d'ailleurs que j'ai appris que mon basilic, si je voulais qu'il garde longtemps, je serais mieux de pas le mettre au frigidaire, mais de mettre température pièce. Il tolère pas le froid. Il y a des aliments comme le persil que si je veux qu'il se préserve, je suis mieux de le mettre dans un verre d'eau debout. J'ai envie de regarder pour en avoir d'autres idées comme ça. Il y a c'est ça, puis il y a plein de, des oignons, c'est mieux de les garder température pièce. Fait que c'est, avec des sites, des ressources comme ça, Sauve ta bouffe, ça peut être vraiment intéressant là, pour préserver encore là ces aliments et tout ça. Il y a des cafés réparation à Québec qui, pour si vous avez des items à réparer, qu'il y a un atelier qui est là, puis il y a des gens qui sont là pour vous aider. Le groupe Facebook, je vous en ai parlé tout à l'heure de tout ce qui se répare. C'est un groupe avec beaucoup de personnes qui partagent leurs connaissances et tout ça. Et il y a le mouvement pour une ville zéro déchet aussi qui aide des fois à donner des astuces. J'aime, puis dans ce genre-là, des fois, on va souvent nous suggérer des recettes ou des DIY ou du moins nous référer vers des sites Internet qui nous offrent ce genre de recettes-là. Il y a les trappeuses que je vois, ils ont un blog qui est dans la liste qui ont des belles recettes qui sont directement sur Internet. Puis l'idée, c'est de rendre ça le plus accessible possible puis aussi, plus accessible possible, mais aussi de façon sécuritaire pas parce que quelque chose est naturel qu'elle n'est pas nécessairement nocive pour la santé. Par exemple, si on pense aux huiles essentielles, je ne recommande pas à personne d'en boire. Fait qu'il faut faire, fait que ce qui est le fun avec justement les trappeuses ou d'autres références comme ça, c'est que c'est des personnes qui sont outillées, ont les ressources nécessaires pour être capables de nous indiquer si oui ou non telle chose est bonne pour nous. Fait que c'est important de ne pas juste se fier non plus sur une recherche Google. Des fois, si on cherche une recette de savon, ça se pourrait que le pH soit vraiment pas équilibré pour votre produit ou des trucs comme ça. Fait bon, je pense que ce serait pas mal ça que j'aurais à vous dire dans les ressources. Sinon, je voulais voir, laissez-moi juste 2 petites secondes. Sinon, c'est ça. Sinon, comme je disais tout à l'heure, à Craig Bitume, on offre différentes formations qui visent cette prise d'autonomie-là dans notre quotidien. Fait que c'est vraiment de voir comme chaque facette de notre vie, comment je peux adopter des comportements qui sont éco-responsables, développer cette éco-citoyenneté-là. Fait que, comme je disais, après, des fois, c'est le premier pas. Moi, en tout cas, c'est ça que j'aime des formations, c'est que c'est le premier pas qui me permet de développer un peu de connaissances, oui, de compétences, mais aussi de confiance dans mes habiletés, puis de me dire, OK, oui, je suis plus à l'aise, j'ai vu comment faire, je peux répéter par la suite à la maison, puis après ça, je peux me faire une petite communauté avec d'autres amis, puis bon, OK, ça peut être une communauté virtuelle pour le moment, mais faire une petite communauté, puis faire des ateliers chez soi. Et voilà, je crois que c'est ce qui termine. Ah, là, je vous mets en liste, c'est ça, d'autres ressources. Fait qu'on a la Jujutech aussi, c'est des endroits où on peut louer des jouets. J'ai nommé vite comme ça. Accès Loisirs qui ont fait de la location d'équipements sportifs. C'est super intéressant. Ils sont situés tout près de Craig Bitume actuellement dans le secteur Lairet. Fait que je pourrais vous mettre en lien la page avec les ressources sans problème. Sinon, vous pouvez m'écrire aussi là, à formation@craigbitume.org sans problème. Et voilà, ce serait, j'en viendrai à ma petite conclusion. Là, en gros, là, pour un mode de vie zéro déchet harmonieux, je me répète, mais respecter ses limites personnelles. Puis, en fait, c'est de trouver des alternatives qui nous font gagner du temps. Tantôt, je parlais que ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, de réduire la cadence,
puis des fois, justement, avoir à cuisiner et créer ses propres choses, ben, c'est aussi des moments de plaisir. Fait que c'est pas juste de voir ça comme des moments de tâche, mais c'est des moments de plaisir où il y a quelque chose de quand même satisfaisant dans le faire soi-même, puis dans cette prise de conscience-là qu'on n'est pas en train de créer, de participer au cycle de déchets et tout ça. Mais évidemment, tout ça est important de prendre en compte que oui, il y a nos actes individuels, mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a des décisions qui sont plus grandes, plus politiques et des grandes industries qui polluent. Fait que des fois, c'est aussi de faire attention dans nos choix. Par exemple, sans s'en nommer, mais des grandes corporations qui vont peut-être être plus faciles à faire livrer des systèmes, mais qui, au final, vont polluer, peut-être de façon moins directe, mais par leur choix politique et tout ça. Fait que c'est vraiment de voir, justement, de développer cette grille d'analyse-là, y aller selon vos limites, puis vos ressources disponibles, puis d'avancer progressivement. Fait que c'est ce qui mettrait fin à votre à ma conférence là, sur le zéro déchet, à la conférence, en fait, c'est la conférence de Craig Bitume. Merci. Puis, dans le fond, on m'a demandé aussi de vous dire merci là, pour clore la soirée. J'arrête pas de faire des grands gestes avec mes bras, mais pour clore la soirée. Fait que merci à Desjardins pour l'invitation, vraiment. Merci pour le nouveau fonds qui a été créé. Puis, si vous avez des questions concernant le mode de vie zéro déchet, si vous n'avez pas comment vous y prendre pour entamer, n'hésitez pas à rentrer en communication avec Craig Bitume. Merci beaucoup.